La Convention citoyenne a livré sa feuille de route et elle concerne notamment les questions liées à notre alimentation. Alors, je ne suis pas certain que toutes les recommandations de la Convention citoyenne seront suivies par le gouvernement, mais on va parler précisément alimentation avec mes deux invités. Daniel Sauvaget, qui est le patron fondateur d'Ecomiam, les irréductibles Bonjour. Du surgelé. Bonjour Daniel, vous êtes le 3e Français du surgelé et vous êtes là aujourd'hui parce que vous allez rentrer en bourse. C'est très étonnant. Je parle de vous en disant c'est le petit poucet breton qui prospère, hein, c'est la conquête de l'Est. Vous sortez de la péninsule bretonne pour aller à la conquête de l'Est avec un produit qui devrait intéresser Nathalie Damery, qui est une des fondatrices de l'Obsoco. Je reçois régulièrement mon camarade Moetti ici, Philippe, c'est l'Observatoire Société Consommation. Vous êtes plutôt sociologue, mais au fond, il y a un lien aujourd'hui. Économie, représentation de valeur, tout ça, c'est ce qui fait la consommation et c'est peut-être ce qui a fait votre succès. Alors ce matin sur Twitter, je vous ai demandé, je fais juste un petit point au passage, hein, si vous vous sentiez représenté, vous qui vous êtes prononcé par les recommandations de la Convention citoyenne. Ben, c'est assez univoque. Le résultat, c'est non. Vous avez été un petit peu plus de 800 à voter. Oui, presque 800, c'est ça. Oui, 7%. Non, 93%. Daniel Sauvaget, vous êtes parti de Bretagne, né en Bretagne, vous êtes parti de Bretagne avec Ecomiam il y a maintenant quelques années. C'était quelques points de vente au départ, avec un principe simple. Vous vendez la production locale, vous partagez la valeur, vous annoncez que vous partagez la valeur. Qu'est-ce qui a convaincu les consommateurs? Qu'est-ce qui est l'essence, le moteur de votre croissance? Une forme de réconciliation entre le consommateur et son écosystème. Je pense que ça va parler à madame. Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur est vraiment préoccupé de ce qu'il consomme, de sa santé, puisque c'est un impact bien évidemment direct. Donc, il souhaite déjà cuisiner par lui-même un peu plus. Et puis, il a tout à fait conscience d'être un acteur déterminant sur son écosystème. Il participe, bien sûr, il gère son pouvoir d'achat, mais aussi il participe à l'économie des gens qui produisent les produits qu'il consomme. Et c'est tout ce que nous avons essayé d'insuffler dans ce mode de distribution, en tenant compte de l'impact environnemental, en limitant tout ce qui ne servait pas à la valeur d'usage du produit, en réduisant au maximum tout ce qui était emballage, des produits exclusivement français qui font moins de kilomètres et surtout une offre surgelée qui permet de réduire significativement le gaspillage puisqu'on peut prélever exactement ce qu'on a besoin pour consommer. C'est comme les médicaments, c'est sécable. Vous êtes la première PME du Finistère à entrer en bourse. Oui. C'est un pas décisif dans la vie d'une entreprise. Vous avez besoin d'argent pour croître, c'est ça, pour financer? Nous voulons effectivement financer le développement, c'est-à-dire qu'on va le faire en partenariat avec des gens qui vont créer des points de vente et nous voulons avoir une approche partenariale, c'est-à-dire épauler les gens qui investissent dans leurs points de vente. Nous proposons un contrat de commission-affiliation, c'est nous qui portons les stocks pour alléger la démarche des entrepreneurs et ce qui nous permet d'avoir une politique maîtrisée de l'offre tant dans sa gamme produit que dans la politique tarifaire effectuée. Premiers échos du marché, favorable? Plutôt sympathique, oui. Il y a un très bon accueil de cette démarche éthique et je pense que c'est ce qu'on a tous un peu besoin en ce moment, un peu plus d'éthique. Nathalie Damery, oui, c'est un exemple type. Il y a des milliers de PME, des dizaines de milliers de PME en France qui font chaque jour des choses absolument formidables. C'est un exemple de croissance sur un sujet qui doit vous passionner, évidemment. C'est à cheval entre l'économie et la sociologie, mais on voit bien que les représentations de valeur, l'imaginaire de consommation change. Oui, et notamment pour la nourriture. On a beaucoup de données qui montrent que les consommateurs, comme vous l'avez très bien dit là tout à l'heure, recherchent à la fois le non transformé, la rassurance du local. Alors aujourd'hui, le local, il y a en plus un mouvement anti-mondialisation qui vient renforcer la dimension locale. Et puis aussi tout ce qui est innocuité, quoi, un produit qui est bon à manger. Bon à manger, ça veut dire aussi... Sans danger. Innocuité sans danger. Ouais. Et bon au sens générique, c'est-à-dire qu'il y a un soutien aux producteurs, il y a un certain nombre de valeurs qui sont associées à la nourriture. Les stratégies, les nouvelles stratégies d'achat des consommateurs? Sur l'aspect le local, c'est sûr. Hein, il y a alors, à tort ou à raison, là, parce que pour certains, local, ça veut dire sans pesticides. Donc, c'est assez irrationnel, au fond, tout ça. Hein. Ouais. Donc, les questions... Alors, le local...
plutôt l'authentique, et puis aussi des choses qui peuvent avoir une vie, je dirais à domicile, c'est le faire soi-même, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est des produits que l'on peut cuisiner. Et donc il y a aussi des montées en compétences, des choses que les consommateurs et les consommatrices peuvent se sentent valorisés de faire avec les produits que vous leur proposez. Et puis il y a un autre élément, Daniel Sauvager, dans votre modèle. Je pense que si on interrogeait les consommateurs, ils voteraient pour ce type de mesures. Vous annoncez clairement le partage de la valeur. Oui, ça me semblait important dès lors qu'on revendique le fait qu'on respecte nos fournisseurs, que l'on paye correctement nos fournisseurs, le bon prix. Le bon prix, c'est un prix qui rémunère tous les acteurs de la filière de amont de production, mais il fallait l'afficher. Donc on affiche le prix d'achat, on affiche notre marge qui permet d'expliquer pourquoi on ne fait pas de promotion, parce que les promotions désorganisent les flux, ça génère des surcoûts à bien des égards, et tout ça au détriment du consommateur. Bah oui, le consommateur le paye. C'est-à-dire qu'on va économiser un peu de marge sur quelques produits pour faire semblant de ne pas être cher, et puis on monte les marges sur tout le reste de l'offre. Donc on ne voulait pas être dans cette logique-là. En plus, nos prix sont stables, ils ne bougent pas pendant 6 mois. Là, nous venons de renouveler le catalogue semestriel, on n'a bougé aucun prix. C'est-à-dire que pendant 1 an, aucun prix ne bougera chez Econia. L'absence d'inflation, c'est pas un peu inquiétant, d'une certaine façon ? Alors c'est inquiétant à bien des égards, mais là il faut raisonner un petit peu plus macroéconomique en termes de consommation. Comment je vais dire, enfin je parle sous l'autorité de madame, mais le consommateur lui arbitre en fait. Ce qu'il souhaite c'est gérer un budget. L'inflation, il le ressent, c'est-à-dire que lui non plus il ne voit pas d'inflation dans son revenu. Donc quelque part il adopte son comportement d'achat en conséquence. Et chez nous, il a cette assurance de ne pas passer à côté d'opportunités. Le prix est stable. Et souvent la remarque que l'on nous fait, c'est qu'ils sont contents parce que chez nous, ils en ont pour leur argent. Il n'y a pas d'achat comme ça où on essaye de tenter. On appelle ça l'achat oblatif. Oblatif, oui, il y en a moment, pouf, on achète quelque d'impulsion, chose. on ne veut pas de ça. On achète l'essentiel. Nous sommes dans la simplicité. Vous avez évoqué ce point-là. Je pense que ça, c'est un vecteur qui porte maintenant énormément. La simplicité, ça facilite la compréhension des choses à tous les niveaux, la compréhension du parcours du client, mais aussi ça limite énormément de surcoûts qui ne servent vraiment pas à la valeur d'usage au final des produits. Nathalie Damery, cette idée de simplicité, est-ce que, au fond, elle ne prospère pas aujourd'hui sur le marché ? C'est-à-dire que tous les consommateurs, moi le premier, s'aperçoivent que finalement, la foire aux promotions, les opérations spéciales, les fêtes de l'enseigne, du point de vente, parfois, ça cache de mauvaises surprises. Exactement. Il y a quand même un certain nombre d'études qui montrent que beaucoup de promotions sont mensongères d'un point de vue prix. Et le consommateur... on est rentré dans une période où les consommateurs n'ont plus aucun repère par rapport au prix juste. Et donc, tout ce qui peut servir de repère favorise l'achat et la confiance. Le maître mot, c'est la confiance des consommateurs. Parce que si, par exemple, on le voit avec les concurrences pas forcément loyales entre le e-commerce et le non alimentaire, ça génère des inquiétudes et de la méfiance de la part des consommateurs, de la confusion, de la méfiance, voilà, tout ce qui permet de rassurer est extrêmement important. Surtout là, vous parlez du reste à vivre, puisqu'on sait que l'alimentation, c'est le dernier des arbitrages. Et donc, forcément, il y a une pulsion d'achat qui est supérieure. À un moment, et on va partager ensemble un reportage, à un moment où les Français sont confrontés à une crise économique. Alors, elle n'est pas la même pour tous, elle n'a pas la même intensité dans tous les milieux socio-économiques, mais 1 300 000 personnes ont sollicité l'aide alimentaire du Secours populaire pendant la période du confinement. La moitié de ces personnes, ne s'était jamais tournée vers cette association. C'est un reportage de Charlotte Casanova et de Marie-Laure Bonnemain. Toutes les 2 semaines, cette mère de 3 enfants se rend dans ce centre de distribution alimentaire pour pouvoir nourrir sa famille. Avec la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, son mari, agent de sécurité, a vu son activité grandement diminuer. Niveau ressources, c'est un peu difficile. Les charges ont augmenté et les salaires derrière ne suivaient pas, Jamais elle n'aurait pensé franchir la porte du Secours populaire. C'est difficile, donc je vais venir ici. Ça fait quoi de venir ici ? Ça fait bizarre. Elle n'est pas un cas isolé. La crise sanitaire a entraîné l'arrivée de nouveaux demandeurs au Secours populaire. Pour la première fois, l'association est venue en aide à des entrepreneurs, des restaurateurs ou encore des commerçants.
Des nouveaux profils qu'on ne l'attendait pas forcément, mais qui sont arrivés avec la crise justement, qui sont les personnes qui ont perdu leur emploi ou qui travaillaient sur du CDD ou de l'intérim, qui ont perdu ces emplois-là et du coup qui se sont retrouvés dans la galère. La galère, ce jeune homme de 26 ans l'a connu. Il y a quelques mois, ne parvenant pas à trouver un emploi à l'issue de sa formation, il a dû demander du soutien à l'association. Le pouvoir d'achat il a diminué et puis avec la période qu'on vit actuelle, c'est très dur. On se sent démunis. Face à l'afflux de ces nouveaux demandeurs, le Secours populaire craint de manquer de vivres et lance un appel aux dons. Voilà, l'un comme l'autre, tout le monde surveille les prix. J'allais dire, il y a de la place pour une enseigne comme la vôtre. Dans ce monde où on compte les centimes, il y a une partie des Français qui sont à quelques euros près à la fin du mois. Donc, vous avez l'œil rivé sur la politique de prix ? Alors, l'œil rivé, disons que tout est optimisé pour être bon marché régulièrement. Encore une fois, dans le cadre d'un modèle économique qui préserve la valeur pour les filières de production. Oui, parce que vous êtes entre deux feux. Oui, entre deux feux, c'est-à-dire que pour moi, c'est l'essence même de notre démarche, c'est de démontrer que l'on peut être très accessible pour le consommateur tout en respectant les filières de production. Mais effectivement, pour permettre de maîtriser les prix, c'est déjà d'arrêter de dépenser de l'argent sur des tas de phénomènes qui n'ont aucun intérêt par rapport à la valeur d'usage du produit, des artifices. Et Dieu sait si on a été ingénieux pour en créer, qui n'apportent rien à la valeur d'usage. Vous allez mettre les marketeurs au chômage. Bah écoutez, ils ont un tas de talent pour rebondir, je ne m'inquiète pas. Mais par exemple, sur des propositions de produits donc très épurées avec un emballage très sobre où il n'y a rien, on protège le produit simplement. On a mis au point, et c'est aussi un relais d'activité, des applications digitales qui permettent, en scannant le code barre sur le sachet, de retrouver en réalité virtuelle augmentée sur l'écran du smartphone des propositions de recettes, de vidéos. Donc vous voyez, on peut aujourd'hui toujours, il faut, tous nos produits sont connectés. L'idée c'est de ne pas minorer, mais toujours penser à la valeur d'usage du produit. Et comme le faisait remarquer madame, il y a des fois des déficits un petit peu de culture culinaire dans les foyers maintenant. Eh bien, on se propose de nourrir cette culture en apportant des solutions simples. Dans cet imaginaire de consommation, la maison, la table a repris de l'importance, Nathalie Damery. La maison au sens on revient à des choses de la maison fondamentales. Ou la maison, la table, la convivialité, la nourriture. La convivialité, l'alimentation, la maison c'est la table, c'est la famille, c'est ce qu'on partage. Oui, on a une hausse là des achats alimentaires. Il faut dire comment on a eu des pics et tout cela a été un peu en dents de scie entre les personnes qui ont fait des stocks, etc. Et on retrouve un rythme normal. Ce que je voulais dire à propos de cet intérêt sur le prix. Pour moi, c'est un enjeu absolument premier, peut-être, de la distribution alimentaire aujourd'hui. C'est à la fois nourrir tout le monde et des gens qui rentrent dans la pauvreté, parce qu'on parle de nourriture, mais derrière, il y a la santé, il y a comment on va habiter, etc. etc. Enfin, des situations de détresse qui, à mon avis, ne font que commencer. Et comment, en même temps, on peut nourrir à pas cher avec de la qualité. C'est ça, pour moi, l'enjeu premier de la distribution aujourd'hui. Concilier ces contraintes. En partageant la valeur dans la filière. C'est-à-dire que n'oublions pas qu'il y a un producteur. Voilà, c'est ça, que tout le monde... Il y a un producteur au départ. Et s'il n'y a plus de revenus pour le producteur, vous savez comme moi qu'il n'y a plus de production. Exactement. Et, bon, voilà. Juste d'un mot, Daniel Sauvaget. Si j'ai bien compris, je ne veux pas trouver de produits désaisonnalisés chez vous. C'est aussi une limite. Désaisonnalisé, si, puisque la vertu du surgelé permet d'offrir aux consommateurs du haricot vert toute l'année. Avec l'avantage, c'est qu'on restitue la fraîcheur du produit. C'est-à-dire que la surgélation intervient très très vite dans le processus de production et on capte tout le nutritif, tout l'organoleptique du produit. Quasiment mieux que le frais. C'est du breton, tout ça. Chou-fleur, etc. Notre engagement, notre promesse, c'est français. Ouais. Bien sûr que historiquement, par l'origine même de notre réseau et puis par l'importance que l'agroalimentaire en France, en Bretagne, il y a beaucoup de Bretons, mais pas que du breton. Mais quand vous allez vous développer dans l'Est, vous ferez appel à des fournisseurs locaux ? Nous sommes déjà implantés à Dax, par exemple, et nous avons déjà trouvé des... Plus la Bretagne. Ce n'est plus la Bretagne. On a déjà trouvé des partenaires locaux. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on a un corps d'offres qui est unique. Et on vient greffer des gens. On a des producteurs de la Drôme, on a des producteurs un peu de toute la France maintenant qui rejoignent notre démarche.
Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. C'était tout à fait Pascal. passionnant. Je souhaite longue vie à votre initiative. Merci. On va suivre votre entrée en bourse parce qu'une fois de plus, c'est un phénomène assez rare quand même. Une PME, c'est la première PME du département, du Finistère, qui va rentrer en bourse. C'est tout à fait passionnant. C'est très prometteur pour l'avenir de la distribution. Merci à tous les deux. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Arlette Chabot dans 3 minutes. À demain, 16h, en direct sur LCI.